Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce troisième webinaire co-organisé donc Solutions & Co, Technocampus Smart Factory, IMT et Clarté, et donc consacré à la formation grâce à la réalité virtuelle. Donc, c'est le troisième webinaire donc d'une série qui se poursuivra probablement jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc je vous propose alors de démarrer. Alors, au programme, donc je vais vous présenter donc Solutions & Co, qui est l'agence de développement économique de la région Pays de la Loire, et le Technocampus Smart Factory, donc, qui est un centre de recherche collaborative sur la réalité virtuelle. Ensuite, donc, Julien Maurice, ingénieur pédagogique donc, à l'IMT, donc, vous présentera la réalité virtuelle en tant qu'outil pour la formation et le développement des soft skills, notamment par le biais d'expériences qui ont été réalisées au sein de l'IMT sur ce sujet. Ensuite, Grégory Duvalet, donc, de Clarté, qui est donc un centre de ressources technologiques, vous présentera en quoi la réalité virtuelle permet de former ses collaborateurs au process interne et présentera ainsi un certain nombre de cas d'usage. Donc voilà, après les interventions, nous procéderons dans un second temps à un moment d'échange et de questions-réponses. Voilà, donc je vous invite à poser vos questions donc via l'outil Converser. Alors, juste voilà, au préalable, avant de commencer, je vous invite à couper votre micro et votre vidéo pendant les interventions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via la fonctionnalité Converser. On tâchera de répondre au maximum de questions en seconde partie de réunion. Voilà, si pour des raisons de temps, on ne pouvait pas traiter toutes les questions, on y répondra. On vous répondra par mail donc suite à la réunion. Voilà, et je vous rappelle que seuls les intervenants, donc conférenciers, donc moi-même, Grégory et Julien, donc partagent leur écran. Voilà, alors au préalable, donc une présentation de Solutions & Co, donc l'agence de développement économique de la région Pays de la Loire. Nous avons deux missions. Donc la première est de faciliter l'implantation de nouvelles entreprises sur le territoire régional. Et la seconde, donc, de contribuer au développement des entreprises déjà installées. Pour ce faire, donc, nous intervenons sur 4 domaines d'activité stratégiques: le tourisme, l'international, le développement des entreprises du territoire régional donc, à l'export et au niveau international, l'accompagnement donc, sur les projets d'innovation, l'anticipation des mutations économiques et le développement des territoires et des entreprises. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, en 2019, l'agence Solutions & Co a accompagné plus de 900 entreprises. Alors, le Technocampus Smart Factory, voilà, alors, je ne l'ai pas dit, mais je vous informe donc que je suis chef de projet Industrie du futur donc à Solutions & Co et responsable du Technocampus Smart Factory. Donc, comme je le disais, c'est une plateforme de recherche collaborative à la pointe de l'innovation qui est née en 2014, consacrée à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée, donc, qui est gérée par l'agence Solutions & Co et co-animée par Clarté. Nous offrons aux entreprises de toutes les filières, mais également aux laboratoires, aux centres de recherche, c'est-à-dire au monde académique, des séances ultra immersives dans des salles dédiées avec des équipements donc de pointe. Donc, parmi les équipements, nous avons un cave 5 faces, c'est-à-dire un cube stéréoscopique, 2 catwalks collaboratives et une salle dédiée donc à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée. Plus spécifiquement, où on met à disposition des casques et du matériel de RAR. Nous avons aussi des espaces de réunion que nous louons donc, à des entreprises dans le cadre d'événements particuliers. Alors, pourquoi utiliser les technologies de RA, RV, donc, qui sont aujourd'hui montantes, dont vous avez entendu parler, dont on parle de plus en plus? En fait, aujourd'hui, les entreprises ou centres de recherche qui viennent nous voir
veulent utiliser cette technologie pour, d'une part, éviter les maquettes physiques et les coûts associés donc, au développement d'un prototype physique, pour anticiper en amont donc, les défauts de conception, donc valider les premières hypothèses de conception et de prototypage, pour optimiser les opérations de maintenance, là aussi pour anticiper la nature des opérations de maintenance qui devront être mises en œuvre donc dès la conception, et enfin pour former rapidement et à moindre coût les collaborateurs. Voilà, donc c'est surtout sur ce quatrième sujet donc, que nous nous attarderons et que Grégory et Julien donc, vous présenteront un certain nombre de travaux et d'études qui ont été réalisées. Les filières sur lesquelles le Technocampus intervient, donc, ce sont la filière donc, des énergies renouvelables, du bâtiment, du secteur naval ou encore de l'aéronautique. Voilà, là, vous avez les clients du Technocampus, alors pas tous, mais en tout cas un certain nombre de clients utilisateurs du Technocampus. Donc, vous retrouvez aussi bien Airbus, STX, Alstom, Simpa, mais aussi des centres de recherche publics, CEA Tech, des collectivités locales, donc Nantes, Saint-Nazaire-Port, voilà aussi donc des groupes comme IDEA, des PME comme Créasainte, le groupe Atlantique, voilà, entre autres. Donc, ça concerne de nombreux milieux industriels. Alors, le Technocampus Smart Factory s'inscrit dans un réseau de technocampus présents donc, au niveau régional. Donc, le TCSF étant le technocampus dédié donc, à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée. Mais il y a également un technocampus dans le domaine de l'industrie maritime, donc c'est le Technocampus Océan. Dans le domaine de l'IoT, donc des objets connectés et l'électronique, donc le Technocampus électronique et IoT, dans le domaine de l'alimentation de demain et dans le domaine des matériaux composites, notamment des procédés composites. Voilà, donc je vous invite à… Alors, sur cette slide, donc, vous avez les coordonnées donc, des intervenants, donc les miennes, celles de Julien et de Grégory, que vous aurez donc suite à la réunion. Et je vous invite à en savoir plus, donc à nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc Twitter et LinkedIn. Voilà donc pour cette introduction. Donc je laisse la main donc à Julien, donc Merci. qui va nous présenter des expériences donc menées par l'IMT sur la formation par la réalité virtuelle. Voilà. Voilà. Parfait, parfait. Merci beaucoup, Jean-Guillaume, pour ton invitation déjà. Et puis, je me fais une joie par avance de présenter un petit peu tout ce qu'on a mené. Alors, je vais partager mon écran. Tac. Alors, voilà. Hop. Voilà, parfait. Alors, je vais juste… Alors donc, voilà, comme l'a dit Jean-Guillaume, donc je suis Julien Maurice, donc ingénieur pédagogique à IMT Atlantique. Et en fait, dans le cadre de mes missions, quelque part, je m'occupe également de tout ce qui va concerner, enfin, en partie, la réalité virtuelle pour l'apprentissage. Et on a fait donc une expérimentation que je souhaitais en fait vous présenter aujourd'hui. Et voilà, ça vous donnera peut-être des perspectives vous-même dans votre cadre, que ce soit dans un cadre d'entreprise, d'association, d'école, etc. Ça pourra sans doute vous inspirer. Alors, cette expérimentation a été menée essentiellement à Télécom Sud Paris. Voilà, donc j'y ai pris part. Mais il faut savoir que la personne qui a vraiment géré ce projet-là, c'était Michel Simintic, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Mais voilà, mais je le remercie vraiment également pour tous ces travaux, parce que vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Donc, c'est une expérimentation qui a été mise en place auprès de 128 étudiants. Donc à Télécom Sud Paris, et puis c'est un petit peu le retour finalement que je vais vous faire. Enfin, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, et je vais vous faire également un retour évidemment sur les résultats entre guillemets qu'on a eu. Alors juste avant de commencer, j'aurais souhaité vous rendre un petit peu actif, si on veut, pendant cette présentation. J'utilise un outil qui s'appelle WooClap. Ça va me permettre en fait de vous poser quelques questions. Alors
vous inquiétez pas, il n'y en aura pas forcément trop. Mais l'idée, ce serait que vous vous connectiez donc, via votre téléphone portable, si possible, avec le QR code que je vous montre ici. Soit vous le mettez devant l'écran, finalement. Avec un appareil photo, ça fonctionne bien. Ou soit, et voilà, je vais simplement vous mettre ici le lien, soit éventuellement, vous pouvez, dans le chat, eh bien, comment dire, récupérer le lien. Alors, je vais juste revenir ici sur ma fenêtre Zoom. Hop. Alors, le lien, en fait, c'est wooklab.com/technocampus, tout simplement. Et voilà, je vais simplement ici vous le mettre également dans le chat. Converser. Voilà, parfait. Donc là, je vois que vous voyez 5 personnes se connectent. Essayez de vous connecter comme ça. Bon, après, c'est vrai qu'on est en petit groupe. Hein. On aurait très bien pu également vous faire échanger directement. Mais bon, là, vous allez voir que c'est intéressant également d'utiliser ce type d'outil-là pour un petit peu l'aspect, on va dire, interactif quand on est à distance comme ça. Donc, je vois qu'il y a cette personne. Voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer tranquillement. C'est simplement pour gagner quelques informations. Alors, j'avais une première question à vous poser. C'est est-ce que vous avez déjà utilisé un casque de réalité virtuelle? Parce que c'est vrai que là, on va parler d'outils quelque part, mais je suis intéressé de savoir justement si vous, en tant que personne, vous l'avez fait. Ok, bah c'est intéressant déjà de voir que 4 personnes. Je vais attendre peut-être que tout le monde vote. Voilà, donc a priori, bon, sans doute qu'une majorité des personnes qui sont présentes ici l'ont déjà testé. Donc voilà, mais je voulais quand même m'en assurer parce que c'est vrai qu'il y a quand même des aspects un petit peu techniques également qui sont importants. Voilà, donc ok, bon, bah, je crois que c'est bon, 100% en tout cas des votants ont déjà utilisé. Ensuite, ah oui, est-ce que de manière personnelle, vous pensez que la réalité virtuelle peut apporter une réelle plus-value pour le développement des soft skills? Simplement pour avoir votre avis là-dessus, qui est vraiment sincère hein, pour le coup. Voilà, ok. Ok, alors c'est sans doute un peu biaisé d'ailleurs par rapport évidemment au public, parce que j'imagine que si vous êtes ici, c'est que vous êtes intéressé par la réalité virtuelle. Mais effectivement, bon, en tous les cas, on prêche sans doute des convaincus, mais j'espère vous en apprendre un peu plus sur cet aspect-là. En tout cas, bon, a priori, la plupart des personnes en sont convaincues, et effectivement, vous allez voir moi aussi évidemment. Donc c'est parti pour en gros la présentation. Alors donc voilà, encore une fois, Michel Simatic, donc qui a vraiment mené ce projet-là de front. Donc, il travaille à Télécom Sud Paris et moi, j'étais un petit peu en soutien. Il y a également Racha Halal, hein, que je souhaite également remercier, qui est ingénieur pédagogique et qui a également participé à ce projet-là. Donc, l'idée, c'est qu'on a mis en place un dispositif pédagogique qui s'appelle PROCI, dont le but est de développer finalement des comportements de communication chez les étudiants. Voilà, tout simplement. Au niveau du dispositif technique, il s'agissait de casques Oculus Quest donc qu'on a utilisé et de logiciels de prise de parole sur catalogue donc qu'on a finalement acheté à un prestataire. Voilà, donc c'est un logiciel de prise de parole en public. En l'occurrence, il y avait plusieurs logiciels, mais celui dont je vous parlais essentiellement, c'est de prise de parole en public. Alors, en gros, comment ça s'est passé? Il y avait 130 étudiants qui étaient quand même concernés, donc ce qui est quand même assez énorme pour quelque chose d'assez innovant. Et en fin de compte, ça s'est passé sur 4 journées et les étudiants devaient faire 2 passages de 20 minutes avec ces fameux casques de réalité virtuelle dans le logiciel hein, dont on parlera plus tard. Il y avait 6 casques Oculus Quest, donc imaginez donc toute une logistique pour faire passer les étudiants un par un, etc. Il faut savoir qu'on pouvait charger également les diaporamas. Ça veut dire que l'étudiant était immergé dans un environnement comme si c'était en fait une salle de spectacle. Il voyait son diaporama qui défilait et il simulait, il faisait sa présentation devant un public simulé évidemment. Et il y avait quand même, du coup, il faut en avoir conscience, environ 10 personnes qui étaient mobilisées sur ce projet-là, que ce soit des enseignants, ingénieurs pédagogiques. Donc c'est quand même, voilà, c'était pas une petite expérimentation, on va dire. Alors, en gros, comment ça s'est déroulé? C'est juste pour vous donner une idée du projet. Donc, les étudiants reçoivent un document d'aide à la préparation de leur présentation. Donc, ça concerne les canaux de ProcessCom. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez. En gros, voilà, on essaie de leur donner des notions en termes de profil de communication pour s'adapter à leur interlocuteur. En fait, c'est quelque chose qui est assez utile. Et chaque étudiant ensuite prépare des slides pour une présentation de 10 minutes, mais cette présentation est en rapport avec leur projet de fin d'études.
Donc, c'est important de le mettre dans un cadre, et là on en reparlera, mais vraiment dans un dispositif assez complet. Ensuite, pendant le PROCI, ce qu'on appelait le PROCI, chaque étudiant a donc une demi-journée dans son emploi du temps de bloquer pour faire 2 passages successifs, en fait, environ de 20 minutes. Hein. Bon, une demi-heure en gros, hein, si on compte un petit peu tout. Et ensuite, il reçoit un reporting par mail sur différentes choses qui vont être, par exemple, est-ce qu'il a regardé le public, est-ce qu'il a bougé suffisamment, est-ce que son débit de parole était adapté, etc. Donc, il y a un reporting un petit peu automatisé qui est également transmis par mail. Et il a répondu également à un questionnaire. Et puis, vous allez avoir justement quelques statistiques par rapport à ce questionnaire-là, donc qui a été dépouillé évidemment en dernier. Alors là, je vous ai mis quelques images aussi pour illustrer un peu la méthode, entre guillemets. Donc là, on les met dans une salle. Il y avait différentes salles qui avaient été réservées. Donc, on crée des guardianes, hein, avec les casques dans les différentes salles. Et ensuite, les étudiants venaient, on les équipait du casque, etc. Ils devaient se loguer. Donc, il y avait toute une phase préparatoire qui était assez laborieuse, je dois l'avouer, par moment. Et ensuite, ils se retrouvaient, donc, vous voyez dans l'image ici, dans une salle de spectacle, vraiment. Et il avait devant lui, vous voyez sur le prompteur, son diaporama. Il pouvait également tourner la tête avec le diaporama en grand. Et voilà, il présentait des choses. Il entend également le public, etc. Et à la fin de sa présentation, donc au départ, il est présenté par un présentateur virtuel, hein, qui le fait venir sur scène pour le faire un peu, voilà, pour le mettre dans la situation. Et ensuite, à la fin, il y a des questions qui étaient préenregistrées, qui sont posées à l'étudiant et il y répond. Enfin, voilà un peu le principe. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir effectivement comment ont perçu les étudiants, enfin, qu'est-ce qu'ils ont perçu de cette expérimentation. Donc, quel point d'amélioration déjà par rapport à votre manière de prendre la parole en public, parce que le but, c'est quand même de développer ces compétences-là, avez-vous identifié grâce à cette application? Et là, en fait, vous allez voir qu'il y a 40% qui ont pris conscience qu'il fallait bien balayer du regard. Vous voyez, c'est des choses très techniques, très pratico-pratiques, ce qui est assez intéressant en fin de compte, hein, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on ne va pas forcément toujours penser quand on fait des présentations, hein, à l'oral. Donc là, ils ont pris conscience pour 40% qu'il fallait bien balayer du regard par rapport notamment au reporting qu'ils ont eu, qu'il fallait le déplacement sur scène était important. Donc c'est vraiment des aspects pour le coup techniques. Également, 27% parlaient avec un bon rythme, donc ça les a, voilà, ça les a forcés quelque part à prendre conscience aussi que le rythme est important. 12% aucun, donc il faut quand même également noter qu'il y a des étudiants qui ont trouvé complètement inintéressante l'activité. Alors c'est une minorité, hein, mais il faut quand même le noter également. 12% qu'il faut être plus ouvert à son auditoire, et 12% on parlait de gestion du stress par rapport à cette question spécifique. Voilà. Ensuite, j'avais une autre question qu'on leur a posée. Alors, je ne vais pas vous faire forcément tout le rapport, hein, parce que sinon ce serait beaucoup trop long, mais je vous donne vraiment un petit condensé. Alors, selon vous, quelle est, selon les étudiants, la première plus-value de la réalité virtuelle par rapport à la réalité réelle, si on veut? Alors, j'ai mis 6 propositions, c'est juste pour voir, hein, c'est un petit jeu pour savoir si vous allez trouver la bonne réponse. Ces 6 items reviennent, hein, c'est pour ça que je vous les présente ici. Je vous laisse 30 petites secondes encore. Alors, c'est assez intéressant, effectivement, de… OK. OK. Alors, du coup, vous allez voir, bon, bref, c'est simplement encore une fois, pour le fun, entre guillemets. Mais effectivement, ces 6 choses sont revenues. Donc, limite du stress, s'entraîner à volonté, être focus, etc. Et se projeter effectivement devant un public, etc. Et les résultats sont les suivants. Quand on leur pose la question, eh bien, finalement, c'est le stress. Alors, c'est comme, oui, ici, il y a 2 personnes qui effectivement ont pointé ça. C'est vrai que ce qui revenait souvent, en fin de compte, par rapport à cette question-là, c'est qu'ils se sont sentis moins stressés que devant un vrai public. Alors, c'est un petit peu logique si on veut, mais surtout que ça leur permet du coup de gérer mieux leurs émotions et d'être, voilà, plus dans l'exercice en tant que tel. Alors, quelque chose qui revenait assez souvent également, c'est la possibilité de s'entraîner à volonté. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir le faire plusieurs fois. Donc, ils ont bien pris conscience que le faire une fois, c'était bien, le 2 fois, certains ont vraiment, on va dire, bien performé la seconde fois par rapport à la première fois. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et c'est un point qui revenait souvent également.
Également, ce qui est intéressant, c'est que justement, ça leur a permis d'être plus focus sur leur manière de communiquer. En fait, ils sont moins dans les affects, entre guillemets. Ils sont moins en train de se dire que s'ils passent en présentiel, bah, ils stressent moins, hein, finalement, comme on dit. Hein. Ils sont plus à l'aise. Donc, du coup, le fait d'être plus à l'aise, donc ils se focus sur autre chose et sur la technique, finalement, sur leur manière de communiquer. Et ça, c'est vraiment quelque part l'objectif, hein, notamment de cet exercice-là. Également, beaucoup disaient ça permet de ne pas monopoliser un vrai public, hein, ce qui est effectivement, voilà, effectivement est vrai. Enfin, ça permet effectivement de se projeter et d'anticiper une vraie prise de parole, comme ça revenait, cet item-là revenait quand même assez souvent. Et également, il y avait quelques points également par rapport aux frais. Ils avaient conscience finalement des coûts. Ça peut limiter les frais. Et ça, c'est une thématique hein, dont parlait Jean-Guillaume également, qui intéresse quand même beaucoup de gens par rapport à la réalité virtuelle. On pourra en parler également de cet aspect frais, entre guillemets. Donc voilà un peu pour ces réponses-là. Alors, juste un peu pour laisser également davantage de place aux questions. Alors, il va y avoir une présentation qui va s'enchaîner, mais notez évidemment toutes les questions que vous voulez poser par rapport à cette présentation-là. En conclusion de ce qu'on peut dire par rapport à l'expérience qu'on a menée, c'est que pour le coup, alors même moi, je n'en étais pas convaincu. Honnêtement, on m'aurait posé la question, j'aurais mis oui, je veux, pourquoi pas. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à développer, mais parfois, j'ai tendance à me dire, voilà, je peux me projeter moi-même, faire une présentation orale, même devant un mur avec un papier, je me concentre. À la limite, j'aurais parfois du mal à avoir l'intérêt d'être immergé. Et même moi, j'étais assez surpris en voyant les étudiants, pour information, quand je passais parfois dans les salles, ils étaient à fond dedans, si on veut, quoi. Et c'est vrai que j'étais assez surpris de ça. Et du coup, pour le coup, on a vraiment constaté que la réalité virtuelle apporte une vraie plus-value dans le développement de compétences. Voilà, on a noté apprenant en autonomie, peut s'entraîner sans être jugé, retour chiffré de sa présentation. Et encore une fois, j'étais très surpris de voir comment parfois certains étaient immergés, mais vraiment, ça n'aurait pas été possible s'ils parlaient face à un mur. Ça, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Il y avait quand même des limites, notamment au niveau du logiciel. 40% des apprenants quand même ont trouvé qu'il manquait d'immersion. Alors là, c'est des choses qui vont évidemment dans les années à venir s'améliorer, notamment au niveau du framerate, notamment des choses. Il y avait des soucis, on va dire, même des limitations par rapport au casque. C'était un casque Oculus Quest qui, je le rappelle, est totalement déconnecté d'un ordinateur, donc il est autonome. Donc évidemment, il n'y a pas la même carte graphique, etc. Donc il y avait des manques, on va dire, de ce point de vue-là, mais qui vont sans doute s'améliorer évidemment dans le futur. Et la réalité virtuelle, surtout le message le plus important que je vais vous passer ici, c'est comme vous l'avez vu, c'est pas simplement utiliser la réalité virtuelle pour utiliser la réalité virtuelle, c'est vraiment intégrer dans un dispositif complet avec des cours, avec des encadrants, avec un débrief, avec un reporting. Voilà, il y a toute une partie. Hein, la démarche qu'a mis en place Michel Simatic par rapport à son cours, c'est vraiment quelque chose de complet sur tout le semestre. Et vous voyez, ils devaient faire leur présentation par rapport à leur projet de fin d'études. Donc, il y avait vraiment toute une logique. Et en fait, le message principal que je veux passer, c'est qu'il ne faut pas imaginer qu'on va simplement mettre un exercice avec un logiciel sur catalogue et donner comme ça aux personnes le casque et leur dire allez-y, développez vos compétences. Il faut toujours le penser dans un dispositif complet. Et ça, c'est général à tout le e-learning en général, évidemment. Mais vraiment, je souhaitais vraiment insister là-dessus. On pourra en reparler pendant les questions si vous le souhaitez. Alors, juste par curiosité, est-ce que vous verriez d'autres utilisations intéressantes pour les soft skills selon vous? Vous pouvez taper pour le coup des messages. C'est simplement pour faire un petit brainstorming entre guillemets pour la gestion de projet. Aspect commercial, effectivement. Donc, alors là, c'est vraiment, je dirais, c'est la soft skills qui permet, enfin, la soft skills, c'est plus macro, je dirais, effectivement, à des fins commerciales, évidemment, c'est effectivement intéressant. Avant-vente, donc voilà, on voit qu'effectivement, là, vous êtes sur le pratico-pratique, évidemment, c'est intéressant. Je pense qu'il y a parmi vous, sans doute, des personnes vraiment dans ces domaines-là. Et effectivement, bon, l'idée, hein, évidemment, ça va être de développer les soft skills pour améliorer ses compétences également de vendeur, de commercial, de présentateur, etc., évidemment. Ok, parfait pour ça. L'empathie, effectivement, ouais, ça, c'est une vraie soft skills pour le coup.
développer l'empathie. Il y a des logiciels qui sont faits comme ça, notamment pour tout ce qui est, par exemple, même le harcèlement. Je vois, on se met dans la place d'une personne harcelée. Enfin, voilà, il y a des choses qui se font d'une personne qui est en situation de handicap aussi, par exemple. Effectivement, on développe ce type de compétences par rapport à d'autres logiciels. Donc, c'est intéressant de voir que, voilà, sachez qu'il y a évidemment d'autres soft skills qui sont visés par ce type de pratique. Alors, pour terminer, simplement, si vous souhaitez me contacter, bon, évidemment, il y a des contacts qui ont déjà été donnés. N'hésitez pas, alors si vous souhaitez suivre mon actualité, c'est surtout sur LinkedIn que je vais poster des choses. Vous pouvez scanner d'ailleurs le QR code si vous souhaitez tout de suite me demander en invitation sur LinkedIn. Et puis, voilà, je répondrai bien sûr à votre question après la présentation de Grégory. En tout cas, je vous remercie, même si je ne vous vois pas. C'est là qu'on voit les limites de la classe virtuelle aussi. Mais je vous remercie en tout cas pour l'attention et d'avoir participé également au questionnaire. Et je vous dis donc à tout de suite. Merci beaucoup, Julien, pour cette intervention donc, qui permet donc, de voir en effet ce que la réalité virtuelle a permis donc, dans le cadre de cette expérimentation et dont les résultats sont applicables sur le plan de l'entreprise. Donc, Ouais. en effet, comme on évoquait sur les aspects commerciaux pour pitcher pour un jeune entrepreneur, donc sur les aspects de management de projet, les aspects ressources humaines. On reviendra donc sur les questions relatives à ta présentation dans un second temps et je laisse la parole à Grégory donc, qui va nous présenter donc, la réalité virtuelle, formation à de nouveaux procédés et process internes par la réalité virtuelle à travers des cas d'usage. À toi, Grégory. Merci. Bonjour à tous. Hop, je vais partager mon écran. C'est bon. Donc, je me présente, Grégory Duvallée. Comme tu l'as dit, Jean-Guillaume, je fais partie de Clarté. Et je vais vous présenter, suite un peu à ce que vous a montré Julien, plutôt sur la partie soft skills. Moi, je vais m'attacher un peu plus à la partie des hard skills et de la pratique du geste et de l'apprentissage de procédures. Voilà. Donc, Clarté, nous sommes un centre de ressources technologiques basé à Laval et également à Saint-Nazaire au Technocampus Smart Factory. Et centre de ressources technologiques, ça veut dire qu'on permet à des entreprises, des PME notamment, de la région Pays de la Loire, parce qu'on est basé sur cette région, d'accéder à de la R&D. Et il faut savoir que nous avons été créés en 1996, nous avons un statut d'association. Et dès 1998, nous avons commencé à travailler sur la réalité virtuelle. En 2008, on est passé à la réalité, enfin, on a ajouté à nos compétences la réalité augmentée. Et depuis 2018, nous avons également des compétences en intelligence artificielle et spécifiquement justement dans le traitement d'images et qu'on va pouvoir coupler avec les deux autres technologies. Donc, nos activités, c'est du conseil, c'est de la R&D, de réaliser des preuves de concept, des prototypes. On va accompagner les entreprises à gérer des projets, à faire des études de benchmark sur du matériel, sur de l'application. Et puis, si des développements que l'on a fait pour les entreprises ont pour but d'être commercialisés, on va faire un transfert de technologie. Donc, je reviens juste une fois sur le terme de réalité virtuelle. On est dans un environnement qui a été entièrement constitué par informatique, soit dans un bureau d'études, soit dans une agence 3D, des entreprises qui vont travailler dans le divertissement ou le jeu vidéo, le film. Et on va créer de l'interaction dans ce monde qui a été reconstitué. Et donc, c'est de pouvoir interagir, se déplacer, saisir des objets, enclencher une action. C'est ça que l'on va définir comme réalité virtuelle. Je vais vous présenter. Alors, tu l'as dit, hein, Jean-Guillaume, on peut faire de la réalité virtuelle sur deux types d'équipements. Les salles immersives, comme on a au Technocampus, et les casques.
Les salles immersives comme le Cave, elles sont un peu moins utilisées pour la formation pour simplement des raisons principalement des raisons de coût. C'est des technologies de haute performance et du coup, c'est beaucoup plus difficile de les appliquer dans le domaine de la formation. Et puis, de toute manière, les casques qui sont apparus vers 2015, c'est eux qui ont démocratisé cette pratique dans le monde de l'entreprise principalement. Donc, les casques de réalité virtuelle, tu l'as souligné, Julien, et c'est ce qui va démocratiser encore plus aujourd'hui cette pratique, c'est l'apparition en mars 2019, ouais, ça fait plus d'1 an maintenant, du casque Oculus Quest, qui est un casque autonome. Donc, je vous l'ai mis, il est situé ici. Donc, il y a plusieurs casques autonomes sur le marché. C'est celui qui démocratise le plus l'outil. On aura également l'Oculus Go, mais qui va être par ses moindres capacités, on va l'utiliser plus pour de la photo, vidéo 360 et en plus, il n'est pas 6 degrés de liberté, c'est-à-dire que tous les mouvements, les rotations ne sont pas prises en compte, les translations. Et puis, on a le casque HTC Focus. Donc, ces casques n'ont pas besoin, tu l'as dit, hein, d'un ordinateur. Et c'est ça qui va démocratiser cette pratique de la formation. Après, on a d'autres casques, des casques qui sont, comme en haut, des casques qui sont, comment dire, de très haute performance, 4, 5, 8K, et qui, en termes d'affichage, et donc du coup qui vont nécessiter une plus grosse carte graphique, un PC plus important pour pouvoir gérer la puissance de calcul demandée pour faire fonctionner ces casques et d'afficher des résolutions assez hautes dedans. Et puis après, on a les casques historiques, donc qui sont également utilisés notamment dans la pratique d'acquérir un bon geste, parce que justement, il y a un tracking qui est assez important, parce qu'on a des caméras extérieures qui vont reconnaître la position dans l'espace, dans la pièce où l'on se trouve du casque, et donc qui vont donner une précision à cette géométrie dont on a besoin pour faire ce type de formation. Et après, on a d'autres casques qui sont apparus un peu après ces premiers casques avec un système de tracking extérieur. Eux, ils ont un système de tracking interne. Donc, c'est des caméras qui sont dans le casque. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer plusieurs cas d'usage pour montrer un peu ce qu'on est capable de faire. Donc là, je vais vous montrer une réalisation de clarté. Je vais vous montrer des réalisations d'un peu tout le monde, mais voilà. Là, je commence par clarté. Donc, c'est une application pour former à la peinture industrielle. Et donc là, ce qui va être important, c'est qu'on va pouvoir avoir, tu l'as dit, hein, Julien, récolter des données sur tous les gestes, toutes les actions qui vont être réalisées par l'apprenant. Et c'est ce qu'on va utiliser dans ce genre d'application. Comme ça, le formateur va pouvoir expliquer, on va avoir un reporting de toutes les actions qui vont être faites par l'élève, et on va s'en servir, le formateur va s'en servir pour l'aider à corriger son geste. Lui, l'élève, il va pouvoir recommencer, j'ai envie de dire, ad vitam aeternam, son geste pour avoir la meilleure précision ou le meilleur geste. On va pouvoir gérer les angles, calculer la surface, l'orientation de la buse, la puissance de la buse. Tout ça, on va pouvoir le traquer et donner les valeurs qui vont pouvoir intéresser à la fois l'élève et l'apprenant. Et donc, pour l'entreprise qui nous a commandé cet outil, qui l'a commercialisé par la suite, mais ce n'était pas le but au départ, lui, c'était de pouvoir économiser sur
la monopolisation de l'atelier pour de la formation et pas de la peinture, et puis pour éviter, réduire les déchets dus à la formation, donc la peinture. Hop. On l'a vu, en fait, on va utiliser, on a des contrôleurs, voilà, les manettes de jeux vidéo hein, qu'on va utiliser, et on va utiliser des marqueurs qui vont traquer, positionner dans l'espace des outils. Là, on l'a vu pour le pistolet tout à l'heure, mais on va pouvoir le faire également. Là, c'est une expérience qui a été réalisée avec un couteau pour un boucher et pouvoir former un élève sur le bon geste à réaliser pour ce genre d'apprentissage du bon geste. Donc là, l'élève va pouvoir répéter son geste à l'envi. On va également faire... on a également ce développement qui a été réalisé par une école de formation en soudure. Et donc là, pareil, on a un dispositif qui est sous la forme d'un casque de réalité virtuelle, mais qui est intégré dans le casque de soudure. Et on va pouvoir former les élèves, puisque c'est dans une école de soudure, au bon geste. Et on va avoir à chaque fois un formateur qui va corriger les postures, le geste, qui va aider l'élève à acquérir ce bon geste. Ce genre la réalité virtuelle, elle est utilisée pour la prévention des risques, et notamment pour le fait qu'on va pouvoir ne pas mettre en danger l'élève. Là, on est sur un apprentissage, sur un échafaudage, et donc on a couplé des éléments physiques au virtuel. Donc là, elle a l'impression de marcher sur un échafaudage, mais parce que l'échafaudage est vrai, mais par contre, l'environnement, le contexte, il va être virtuel. Et puis, du coup, on va pouvoir changer, le formateur va pouvoir changer en direct des éléments du scénario. Il va pouvoir changer, modifier la météo, par exemple. Et donc, tout ça, c'est des réductions de coûts et puis de pouvoir répéter à l'envi certains gestes, et puis de pouvoir mettre l'élève face à des éléments, là je parle des éléments météo, qu'on ne peut pas réaliser tout le temps lorsqu'on veut faire une formation. Donc c'est ce que ça va apporter. Hop. Je voulais vous montrer également, donc voilà, on a parlé de mettre des nouveaux éléments dans le scénario, et on va avoir des scénarios très très complexes, de plus en plus complexes, avec des gestions, on va avoir des gestions de plusieurs utilisateurs. Là, on a des utilisateurs, donc ils sont reliés à la carte graphique de l'ordinateur par un Wi-Fi. Voilà, c'est un peu les antennes qu'ils ont au niveau du casque. Donc le PC, lui, il est déporté, mais eux, ils vont être traqués par un Wi-Fi. Et donc là, on va pouvoir gérer une formation qui est en mode collaboratif, avec des outils traqués aussi, parce que la position des pistolets était traquée. Et donc, on va pouvoir gérer des phases collaboratives, des phases de test. On va pouvoir modifier en direct les conditions du scénario. C'est ce qu'on va apporter. On va utiliser ces outils là aussi pour c'est dans le nucléaire, donc c'est un institut d'ingénieurs qui est couplé au commissariat à l'énergie atomique, qui forme des futurs ingénieurs au pilotage de centrales nucléaires. Là, l'ordinateur, il est dans un backpack, donc il est porté sur le dos. Et on a un casque. Et là, on va traquer des gestes. Donc, on a des trackers qui sont au niveau des mains ou des commandes, et qui vont localiser la position des mains dans l'espace. Et on va pouvoir utiliser des outils pour acquérir les bons gestes, pour suivre des process de gestion de crise, des process plutôt habituels.
voilà, on va pouvoir former les opérateurs à des phases. Et là, l'intérêt également dans le monde de nucléaire, c'est qu'on va pouvoir éviter de, pareil, comme dans l'atelier de peinture, j'ai envie de dire, on va éviter pour la formation de monopoliser des temps sur des ateliers dans des centrales nucléaires parce que, c'est toujours complexe parce qu'il y a de la radioactivité sur certaines zones, que ces salles ne sont pas toujours disponibles parce qu'il y a des opérations en cours normalement. Et puis, 3, éviter la mise en danger, pas toujours la même chose. Hein. Et puis, il y a aussi cette notion de démystifier des fois des appareils, des salles, des lieux, on peut parler de la radioactivité, qu'un nouvel arrivant va avoir peut-être certaines appréhensions, certaines peurs, et on va pouvoir les démystifier en passant par la réalité virtuelle. Je voulais vous montrer cet exemple de multi-utilisateur, parce que là, dans cet exemple-là, on est dans un entrepôt, on a en bas à gauche, c'est le formateur. Et lui, voilà, il est directement, on n'est pas face à un robot ou un avatar qui est en fait une intelligence artificielle qui va vous présenter la formation. Là, on est directement avec un formateur qui est, lui, à distance, qui a un casque de réalité virtuelle. Et on voit en bas, c'est les élèves. Il y a des élèves qui sont sur PC normalement. Il y en a d'autres qui sont avec un casque et tous vont pouvoir suivre la même formation. Sauf qu'il y en a qui vont pouvoir interagir de manière plus fine et faire pratiquer le bon geste. Mais voilà, on va pouvoir avoir des formations qui vont être multi-utilisateurs. Et on voit le formateur en bas à gauche qui montre le bon geste sur sa webcam, et puis on le voit en direct en train de montrer le bon geste, mais avec son avatar et dans l'entrepôt dans lequel il n'est pas actuellement. Et puis pareil, il va montrer les bons gestes à effectuer, et puis il va passer la main suite à cela à un élève pour que lui également il pratique le geste à acquérir. Donc c'est assez intéressant ce type d'usage. Là, on est sur un usage plus simple, j'ai envie de dire, toujours avec des mains traquées, un backpack, donc avec le PC dans le dos, des casques de réalité virtuelle. Et là, on va être sur un guide de montage. On va se former juste là, les gestes ne sont pas forcément les plus importants, mais on va s'attacher à suivre une procédure. Donc, on a des hologrammes qui nous montrent où on doit placer les objets. Et là, les élèves, en l'occurrence des militaires qui apprennent à assembler un satellite mobile, eh bien, une antenne satellite mobile, ils vont apprendre à réaliser étape par étape les bons gestes à faire en mode collaboratif avec des outils mobiles. Ici encore, là c'est simplement une checklist à réaliser dans une entreprise. Donc c'est une raffinerie oil and gas de Gazprom. Et là, l'élève apprend à suivre pas à pas la procédure simplement. Là, il y a encore moins j'ai envie de dire, de difficultés puisqu'il est directement sur un PC avec ses contrôleurs qui vont reproduire à peu près la position des mains, mais on est sur un développement beaucoup plus simple. Et puis là, il se déplace à partir de téléportation. Là, on est sur un dispositif beaucoup plus simple. Là aussi, c'est encore Hop, je vais accélérer pour. C'est encore un dispositif d'assemblage. Donc là, c'est pour assembler deux câbles électriques. Donc, on va montrer à l'élève comment enlever chaque enveloppe de la gaine de câble pour positionner correctement sa jointure.
Historiquement, les simulateurs de vol ou de pilotage sont les premiers qu'on a vus au travers d'un dispositif 2D au départ qui était un écran, et on les a maintenant dans des dispositifs 3D, donc avec en réalité virtuelle, avec un casque. Donc là, on a un simulateur de vol pour Airbus. L'apprenant a l'impression d'être dans son cockpit. On a exactement la même chose pour quelqu'un qui va apprendre la mécanique sur un appareil à 320, par exemple. Et donc là, on va être plutôt en dehors et on va lui montrer les schémas électriques et mécaniques de l'appareil, et puis il va commencer à se former dessus sans avoir besoin d'ouvrir l'enveloppe de l'avion. Là, on est sur des choses un peu plus spécifiques, donc avec tout un équipement physique qui est couplé à la réalité virtuelle, donc pour le pilotage d'un camion extincteur d'incendie sur les zones d'aéroport. Et donc là, à la fois, il conduit le camion et puis il va pouvoir s'entraîner sur la physique de la lance à incendie pour éteindre un incendie. Voilà. Donc, j'ai pas abordé tout ce qui était soft skill. Tu l'as bien fait, Julien. Moi, je me suis attaché réellement à tout ce qui était plutôt process, apprentissage de procédure et apprendre à réaliser un bon geste. Voilà, c'était ce qu'on pouvait voir au travers de cette présentation. Merci beaucoup, Grégory. Je pense que les deux interventions étaient complémentaires. Moi, en tout cas, j'ai relevé trois avantages donc, sur de la réalité virtuelle qui ont été évoqués lors de vos présentations. Donc, le premier, c'est que ça permet de faciliter l'apprentissage donc, par des itérations illimitées. Le second, donc, c'est que vous l'avez dit tous les deux, que ce soit dans le cadre des expérimentations avec les étudiants ou dans le cadre des cas d'usage industriel, donc ça permet de réduire significativement parlant les coûts, d'optimiser la performance et de réduire les risques. Et enfin, que pour recourir en fait à la réalité virtuelle, il faut quand même en amont avoir des objectifs clairs et bien choisir son outil. Alors, on voit bien ça. Mais on voit bien aussi que, à travers les différents exemples que vous avez soulignés, que ce ne sont pas des technologies qui se substituent à l'humain, elles sont plutôt dans une optique d'optimisation de l'intervention humaine, en fait. On est plus, voilà, ça ne se substitue pas, ça permet d'améliorer en fait ce que l'humain sait déjà faire. Donc voilà. Mais en tout cas, ça illustre bien donc la valeur ajoutée aussi bien sur le plan du savoir-faire, donc du hard skills que tu as présenté, Grégory, que du savoir-être, du soft skills, donc qui était davantage la partie de Julien. Je vous propose maintenant de passer à un temps d'échange et de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, posez-les via la fonctionnalité Converser. Donc, nous allons y répondre. Alors, il y a d'ores et déjà une première question qui est plus pour Julien. Quel est le logiciel utilisé dans l'expérimentation Télécom Sub Paris ? Ah, il a le micro coupé. C'est bon, parfait. Ah. Non, c'est bon. Alors du coup, en fin de compte, c'est vrai que c'est une bonne question. Alors aujourd'hui, il y a quand même pas mal de startups qui proposent des solutions. Il y a quelques startups qui sont sur ce marché-là. Moi, je dirais que d'ailleurs, enfin, je vais y répondre, mais avant, je dirais que c'est quand même pour moi un marché qui est en mutation encore aujourd'hui en termes de développement de techno. Et les solutions ne sont pas toutes ultra matures en fait encore aujourd'hui, de mon point de vue. Du coup, c'est vrai qu'on a quand même essuyé pas mal de plâtre en termes technologiques, en termes, voilà. Disons que je pense que dans un, je dirais dans 2 ans peut-être, même, enfin ça va aller assez vite, mais je pense qu'aujourd'hui,
ça reste encore parfois très perfectible. Et d'ailleurs, on l'a vu dans les stats que j'avais, il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient un petit peu déçus, parfois par l'aspect logiciel, entre guillemets. Mais ceci dit, ça avance vite. Dans le cadre de notre expérimentation, nous, on a testé donc une solution de Five Discovery qui propose donc des logiciels sur catalogue. Et alors, si je ne dis pas de bêtises, ça s'écrit comme ça. Discovery. Ah non, je l'ai mis en privé, autant pour moi. Je vais juste le remettre. Comme ça, vous aurez le nom si jamais vous voulez regarder. Hop là. Discovery. Voilà. Après, voilà, là aujourd'hui, on teste différentes solutions. Je sais que par exemple, on en parlait d'ailleurs un petit peu hier aussi avec Grégory, on teste également des solutions de MaxSense Innovation. Je crois que c'est Max Sense, alors je ne sais pas trop. Oui, c'est ça. Innovation, je vais écrire comme ça. Hop. À mon avis, ça va être ça, mais je ne sais pas. Voilà, il y a peut-être une petite faute. Et donc, en gros, voilà, c'est des solutions qu'on teste donc pour répondre à la question. Et après, c'est pareil au niveau, est-ce que j'imagine que la question va suivre au niveau du tarif. Tout dépend du modèle. Je sais que Maxence Innovation sont plus sur un tarif à l'utilisation, on va dire. C'est comme un peu comme un forfait téléphonique, entre guillemets. Enfin, les anciens forfaits, on va dire, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt rare qu'on ait des forfaits. Et Five Discovery, c'était plutôt sur voilà, un abonnement classique. Après, j'imagine que ça va évoluer aussi. Donc voilà, voilà pour les informations un peu pratico-pratiques. Moi, j'ai une question très simple. Quel est l'investissement, le coût d'investissement pour faire l'acquisition d'un casque en vue voilà, de former ses collaborateurs sur des procédés de peinture industrielle, par exemple, ou former un certain nombre de commerciaux voilà, à pitcher, voilà, à vendre, voilà, sur ce genre de choses. En gros, quel est l'investissement de démarrage et pour quel matériel? Je vais laisser Pour tout Grégory tester peut-être la répondre. Au niveau matériel, donc tu l'as dit, hein, Julien, ça dépendra de si on part sur un casque autonome ou un PC. En termes de manière simple, un PC, c'est 1 000 € avec une carte graphique adéquate. Ça peut aller un peu plus, mais si on est sur une tour fixe, on en a une pour 1 000 € avec une carte graphique adéquate. Un casque, ça va être entre 400 et 1 000 € selon le casque. Et puis, en termes de matériel, ça sera tout. Après, ça va dépendre du type de logiciel qu'on veut acquérir. Donc, il y a plusieurs choix, hein. Que ce soit pour les soft skills comme pour les hard skills. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui commencent à avoir des catalogues d'applications. Donc là, c'est de l'achat au jeton. Je dis une bêtise, mais ça va être genre pour 10 000 € de jetons. Et puis, on va pouvoir utiliser les applications quasiment toute l'année. Et il y en aura un certain nombre, notamment en gestion, en prévention des risques, par exemple. Et là, on est dans un service à ce moment-là, quoi. Ouais, un service ou un organisme de formation. Exactement, c'est ça. Et après, si on veut avoir une application dédiée et qu'il faille développer, alors là, en termes de budget, on est plutôt sur des budgets qui sont de l'ordre du développement d'une application ou d'un jeu vidéo, hein, pour donner des ordres d'idées. Hein. On est plutôt dans quand une entreprise qui fait de l'escape game, par exemple, en réalité virtuelle, on va être sur ce genre de budget. Donc, c'est-à-dire plusieurs dizaines à centaines de milliers d'euros. Parce que justement, derrière. Donc, voilà, ça dépendra des. Et encore une fois, ce qui est important aussi, c'est de savoir d'où on part. Est-ce qu'on a nos propres modèles 3D? Est-ce qu'on veut que ça colle à la réalité, où on va pouvoir utiliser des librairies de modèles 3D qui sont lambda ou qui collent à ce qu'on souhaite faire? Là aussi, c'est tout un projet en soi à modéliser. Et puis de toute manière, après, ça va être le pédagogue, lui, derrière,
de pouvoir accompagner l'entreprise qui va réaliser le projet et de savoir jusqu'où on veut aller. Et juste pour compléter, Grégory, c'est vrai que j'y pensais pas. Tu vois, par exemple, c'est ça qui est intéressant aussi quand on participe à des webinaires comme ça, c'est qu'on apprend plein de choses ici en tant qu'intervenant. Mais le fait de porter l'ordinateur sur le dos, du coup, pour le coup, c'est des ordinateurs. Et je trouve que c'est assez astucieux finalement cette pratique-là, parce que ça permet d'avoir la pleine puissance d'une carte graphique, etc. Mais là, pour le coup, il faut bien anticiper, c'est-à-dire que là, il ne faut pas prendre un fixe. Et là, il faut aller plutôt sur un portable avec une carte graphique assez importante. Ouais, les backpacks, ce sont des ordinateurs dédiés. Hein. Ils sont faits exprès pour être sur le dos. C'est même pas c'est même pas des ordinateurs portables que tu adaptes pour être sur un backpack. En général, ce sont des ordinateurs dédiés. Après, on pourrait bricoler, ceci dit, peut-être un ordinateur portable pour le mettre dans un sac à dos. Mais bon, effectivement, c'est moins… On peut toujours bricoler, mais c'est moins professionnel. Eux, c'est vraiment fait pour ça, pour le coup. Ok, ça marche. Et Julien, est-ce que, de manière générale, le milieu académique a un recours fort en fait à ces technologies, à la fois pour des travaux de recherche, comme pour des travaux comme pour de la formation justement en interne de ses collaborateurs, ce qui est l'objet de notre webinaire. Alors en fait, pour répondre à ta question, je dirais que les travaux de recherche, oui, évidemment, il y a beaucoup de recherches, notamment à IMT Atlantique, il y a des chercheurs en réalité virtuelle. Là, on est sur de l'expérimental ou du quasi-expérimental. Ça, c'est vraiment une première partie de la réponse. Après, au niveau pédagogique, je dirais que c'est encore émergent. C'est vraiment, on sent que ça arrive, tout le monde en parle, toutes les écoles s'équipent. Tous les cellules TIS, les cellules TIS, c'est les cellules du numérique entre guillemets, du digital entre guillemets, s'équipent de casques. Mais après, c'est encore assez émergent, mais ça va arriver, ça c'est sûr. Mais ceci dit, j'avais quand même un point. Par exemple, ce que présente Grégory, c'est vrai que je trouve ça fascinant parce que on manipule finalement. En fait, ça va dépendre vraiment de l'objectif. Parce qu'en pédagogie, souvent, l'objectif, ça va être parfois simplement d'observer, de nous mettre dans un environnement, de nous immerger dans un environnement. Là, les budgets, comme disait Grégory, sur certains exemples, sont beaucoup moins importants. Et ils peuvent même être, et c'est pour ça que je préfère, je veux vraiment en parler, ils peuvent même être encore beaucoup moins importants si on a des dispositifs, cette fois-ci, non pas de réalité virtuelle, et ça sort peut-être un peu du cas de webinaire, mais des dispositifs d'image 360. Et là, on peut créer de l'image 360. Par exemple, moi, j'ai un podcast qui s'appelle le Pédagogcast, si ça vous intéresse. Et j'ai interviewé une personne de l'école navale de Brest. Pierre, voilà. Et en fin de compte, lui, il immerge ses étudiants dans les machines, dans les bateaux au niveau de la salle des machines en image 360 degrés. Et ça suffit. Pour son activité, ça suffit. C'est ça, faut bien définir dès le début ses objectifs et ses budgets. Mais pour plusieurs scénarios pédagogiques, la 360 peut être largement suffisante. C'est pour ça que d'emblée, il faut bien cadrer le projet. Effectivement, et j'ajouterais juste un dernier point, Jean-Guillaume. Peut-être que dans certains domaines, j'ai l'impression que c'est plus qu'émergent, notamment la médecine, j'ai l'impression. Par exemple, le fait et là pour le coup, parce que effectivement, là c'est des enjeux de vie humaine, il y a des budgets peut-être plus importants aussi, et même il y a aujourd'hui des opérations qui se font même à distance. Donc là, on est carrément dans de la réalité qui se fait à distance avec des dispositifs techniques. Et là, je pense qu'on est plus, ils sont beaucoup plus avancés là-dedans que dans le milieu académique d'une manière générale. Après, il y a peut-être d'autres domaines également où ils le sont également beaucoup. Et Grégory, tu t'en connais sans doute plus que moi. Bon, c'est vrai que la santé, médecine sont des domaines où il y a pas mal de développement en ce moment. Ça va être à la fois bon. Il y a des applications qui existent pour former les infirmières sur des étapes de soins. Il y a des dispositifs qui vont aider sur des gestes médicaux plutôt simples. Et après, on va aller sur du très très poussé, donc du chirurgical avec des implants à poser. Et là, on va être très très précis dans le geste. On va pouvoir coupler
à des systèmes avec des retours de force, des systèmes haptiques qui vont pouvoir aider l'élève à justement bien positionner son scalpel, à avoir le retour de force sur quand il découpe une peau. Et donc tout ça, on va pouvoir le coupler à la réalité virtuelle. Et c'est vrai que derrière, ça demande certains budgets. Donc c'est vrai que dans le médical, sur des implants chirurgicaux, il y en a sûrement plus. Ça va être aussi des systèmes où ils vont être à la fois formateurs, mais ça va être aussi pour le vendeur de dispositifs médicaux de pouvoir former ça va être un argument de vente en fait aussi. Et on retrouve les aspects commerciaux aussi qu'on évoquait tout à l'heure. Peut-être juste une dernière question pour conclure, puisqu'on arrive au terme donc, de ce webinaire. Je voudrais juste connaître votre impression à tous les deux sur l'état des lieux du recours à ces technologies donc de RA, RV en France et dans les Pays de la Loire. Quel est votre sentiment par rapport à là où est-ce qu'on en est plus sur le côté industriel pour Grégory et sur le côté académique pour Julien, donc dans l'utilisation qui est faite de ces technologies au niveau national et au niveau régional. Peut-être si je peux commencer, Grégory. Je dirais d'ailleurs, il faut qu'on aborde aussi un sujet qui est quand même d'actualité, c'est la situation actuelle de confinement. Et une question intéressante, c'est de savoir est-ce que le confinement, on va dire, favorise le développement de ce type de pratique ou non. Alors là, j'aurais deux réponses. Déjà, pour l'utilisation des casques avec des étudiants, etc., tel qu'on l'a mis en place, là, on oublie actuellement, évidemment. Donc là, il y a un espèce de stop sur tous ces projets-là. On ne peut pas non plus demander à des étudiants, même en petits groupes, c'est assez compliqué. On en parlait également avec Grégory là, hier. Mais par rapport aux notions d'hygiène, par exemple, de porter le même casque, etc. Donc voilà, bon, ça c'est peut-être, j'espère, quelque chose à court terme, mais entre guillemets, pour la mise en place de dispositifs avec de la techno type casque, pour moi, c'est plutôt aujourd'hui, c'est pas forcément, on va dire, croissant, on va dire, par rapport à la période de confinement, évidemment. Ceci dit, et c'est pour ça que c'est assez intéressant, d'un autre côté, on voit aussi tous les logiciels, cette fois-ci, qui vont immerger dans une réalité virtuelle, mais directement depuis, par exemple, un ordinateur ou depuis des casques individuels, je dirais, de réalité virtuelle, là, qui vraiment émerge, enfin qui, à mon avis, se développe en masse actuellement. Et je pense notamment, il y a eu le Laval Virtual Salon, je crois, il me semble, où tout s'est passé. Alors moi, j'y étais pas. Hein. Peut-être que Grégory, tu y étais. Oui, apparemment, c'était assez sympa parce que c'était vraiment, on était dans un environnement virtuel, etc. De chez soi, on va dire. Donc voilà. Donc Grégory, peut-être que tu peux rebondir par rapport à tout ça. Oui, alors donc de manière générale, on est en région Pays de la Loire sur un environnement, notamment au niveau de Laval et de Saint-Nazaire, sur des endroits où effectivement il y a un écosystème qui s'est développé autour de la réalité virtuelle donc, et de la réalité augmentée. Donc on a beaucoup d'acteurs qui sont présents aujourd'hui et qui à la fois développent et qui expérimentent sur ces technologies-là. Et donc ouais, là-dessus, la région au niveau national, elle est présente. On a ce salon du Laval virtuel qui est là depuis plus de 20 ans aujourd'hui et qui fait qu'on a cette renommée aussi voilà, grâce à cela. Je voulais vous passer hop. Donc là, en fait, c'est des images du salon. En fait, je me suis enregistré. Et donc, on pouvait évoluer. On était avec un avatar, soit en réalité virtuelle, soit derrière son PC. On pouvait assister aux conférences. Nous, on a fait des réunions d'équipe, des réunions clients directement dans le salon. Et puis, on pouvait se balader, on pouvait interagir avec d'autres personnes. Impressionnant.
Donc, faut considérer qu'il y a eu, là, je visitais même l'expo. Il y a une partie qui s'appelle Recto Verso. Et donc, faut savoir qu'il y a eu, la vidéo, il y a eu à peu près 10 000 inscrits durant toute cette conférence. Et on était quasiment, sur certaines conférences, on était entre 100 et 200 personnes. Et de manière générale, dans le salon en tant que tel, on a été parfois 1000, 1200 connectés en même temps, à travers le monde. Donc, il faut savoir que du coup, c'est une pratique en termes de travail à distance qui a été très, très… ça ouvre les esprits. C'est vrai que ça… Et puis, c'est sûr que pour les notions d'hygiène, aujourd'hui, le casque, on va devoir l'utiliser de manière personnelle. Mais ceux qui ont déjà un casque peuvent faire énormément de choses en travail collaboratif et beaucoup plus que d'être, j'ai envie de dire, juste face à sa webcam, juste en face à face. Par exemple, la personne qui est sur l'estrade qu'on peut suivre ou derrière avec un tableau blanc et avec un casque en train de montrer ou d'expliquer un cours, par exemple, avec un casque de réalité virtuelle face à une classe qui est en mode Zoom derrière, on va pouvoir avoir une gestuelle, on va pouvoir montrer des choses au tableau, les dessiner, on va pouvoir saisir des modèles 3D, les ouvrir. Par exemple, si on veut montrer, comme tout à l'heure, dans les formations que je vous montrais, quelqu'un qui veut faire un éclaté de moteur pour expliquer comment est le moteur 3D, tout ça, on va pouvoir le faire directement comme ça et c'est beaucoup plus interactif. Juste pour un dernier commentaire par rapport à ça, je pensais aux générations futures. Je pense que vraiment, même dans leur pratique aujourd'hui, c'est des choses qui se font. Et je pense notamment, je ne sais pas si tu as vu ça, Grégory, dans Fortnite, il y a eu un concert. Oui. Oui. Et ça veut dire que les personnes sont dans le jeu vidéo Fortnite avec leur avatar, un petit peu comme dans le salon Laval Group finalement, et ils ont assisté à un concert. C'était des millions de jeunes, souvent c'est entre, on va dire, 9 et 15 ans ou 16 ans, le public de Fortnite. Oui. Et qui ont assisté à ça, qui étaient tous, enfin, il y a eu des retours dithyrambiques, et c'était en fait, voilà, et c'est une nouvelle manière quelque part de se socialiser aussi. Alors, positif ou négatif, enfin ça après chacun a son avis sur la question, mais en tout cas, force est de constater que ça entre massivement dans les usages, et c'est clair, bon, voilà, évidemment, je suis pas. Je ne fais pas mon devoir en disant ça, c'est un petit peu évident aujourd'hui quand on voit tout ce qui se développe comme ça. Mais cet aspect même sur Fortnite, ça m'a vraiment surpris. Et de voir également le salon de Laval Virtual Group, je me dis qu'effectivement, même dans des situations, et surtout quelque part dans la situation qu'on vit actuellement de confinement et de Covid, à mon avis, ça donne, globalement, pour moi, c'est un tremplin pour la réalité virtuelle plutôt que l'inverse. Et comme tu le dis, Grégory, sans doute qu'à terme, de toute manière, comme dans les années 80, avoir un ordinateur, c'était assez rare. Eh bien, aujourd'hui, c'est rare peut-être pour les personnes d'avoir un casque de réalité virtuelle, mais dans 5 ans, ce sera classique, quoi. On aura tous peut-être notre casque, je ne sais rien, ou de réalité augmentée, mais bon, on ne va pas non plus trop déborder, mais effectivement, c'est des points intéressants. Il y aura probablement un saut technologique et les coûts ne représenteront plus forcément une barrière à l'entrée, ce qui est déjà un petit peu le cas aujourd'hui quand on voit le coût d'acquisition d'un casque Oculus. 600 Quest, euros, par exemple, voilà. Le Quest, ouais, même 450 si tu prends un peu moins de mémoire derrière. Et c'est 450 sans l'ordinateur. Tu as juste besoin d'un… Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Moi, je voulais juste revenir sur le fait qu'un seul point, c'est la réalité virtuelle reste un outil à la disposition du pédagogue. Et il faudra toujours, et ça, le retour des publications scientifiques qui ont commencé à travailler là-dessus, enfin pas les publications, mais les chercheurs, c'est il faut coupler absolument aux autres systèmes pédagogiques existants. C'est-à-dire continuer à faire de l'apprentissage, un passage pour l'atelier de peinture, un passage en réel. De continuer au départ à acquérir les principales informations en théorique, dans une classe en réel, avec des élèves réels. Et c'est en couplant ces trois modes pédagogiques qu'on obtient le mieux
Les meilleurs de résultats. meilleurs résultats, voilà, une meilleure rétention de l'information et Ouais. du coup, une meilleure mémorisation. C'est là où on sera plus performant. D'accord. Ben, en tout cas, c'est bien aussi le message que vous avez transmis tous les deux. Et écoutez, ben, il est 11h44, donc ben, je vous propose donc de clôturer ce webinaire. Je remercie ben, l'ensemble des participants donc, et vous deux, donc Julien et Grégory, intervenants. Juste pour vous dire qu'on vous transmettra donc, les présentations, vous aurez nos coordonnées donc, dans cette présentation. Voilà, si on doit faire un replay aussi vidéo qu'on diffusera sur les réseaux sociaux de ce webinaire. Et si vous avez des questions complémentaires, qu'elles soient d'ordre technique, technologique, voilà, sur l'implémentation voilà, de ce type de solution dans votre entreprise, dans votre labo, etc. Nous restons, Grégory, Julien, moi-même et mon collègue Jacques Elios Sony qui participait aussi à ce webinaire et qui est opérateur technique au Technocampus Smart Factory, à votre disposition pour répondre. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais en tout cas, celles auxquelles on n'a pas pu répondre, nous vous recontacterons donc, pour pouvoir vous apporter une réponse à la question que vous avez posée. Voilà, ben, je vous remercie encore et je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.